France Terre de lait, c'est la démarche collective de responsabilité sociétale de la filière laitière française. Je suis Déborah Femme et dans cette série en partenariat avec le CNIEL, je vais vous emmener à la rencontre des femmes et des hommes pour parler de tous les défis collectifs d'une filière qui répond aux enjeux d'aujourd'hui. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de France Terre de lait qui adressera la filière laitière bio en compagnie de Bruno Martel, éleveur laitier bio en Bretagne. Bonjour Bruno. Bonjour. Mais aussi Benoît Souris, directeur marché bio et directeur proximité France chez Carrefour. Bonjour. Bonjour. Et d'ailleurs, on est chez vous. On est chez nous aujourd'hui à l'hypermarché Carrefour à Auteuil, Paris, qui est un... Plutôt inédit. Exactement, inédit pour vous peut-être. Oui, mais... pour un tournage de podcast aussi. Ah, c'est certainement le site le plus originel. Ouais, vous l'avez déjà fait auparavant ou on est les premiers? J'aime bien qu'on soit les premiers. Alors, on est les premiers pour tourner sur la filière bio et le produit laitier. Ah. Mais vous n'êtes pas la première à m'interviewer dans ce magasin. Je suis désolé de vous décevoir, Déborah. Non, ouais, je me doute en même temps parce que bon, j'ai l'impression que ça vous connaît le bio. Je lis que vous avez été directeur général de La Vie Claire pendant 17 ans. Le bio, Juste. c'est votre truc. Oui, je suis tombé dans la bio quand j'étais petit, ou presque. Ça fait au global entre entreprise qui s'appelle Distriborg. Et puis ensuite, effectivement, La Vie Claire pendant un long moment. Et je suis depuis 5 ans chez Carrefour et j'ai en particulier en charge l'ensemble de la démarche de l'entreprise sur la bio. Et je suis aussi à ce titre-là administrateur de l'agence bio pour le compte de la FCD, la Fédération Commerce Distribution, pour laquelle je représente globalement le bio en grande distribution. Ok, hyper intéressant. Et pourquoi cet engouement pour le bio ? Alors, un engouement d'abord qui est lié à un changement professionnel, puisque je ne faisais pas de bio avant 1994. Et à partir de cette date-là, ça remonte déjà, je suis tombé dedans. J'ai adoré effectivement d'abord la relation avec le monde agricole. Vous avez grandi où ? J'ai grandi en Charente-Maritime, à côté de Saintes. Ah. J'ai adoré à ce moment-là, bien sûr, à la fois les produits, les producteurs, le développement des gammes, dans un marché qui était ultra dynamique. Et on a pu, grâce à ça, à la fois prendre des positions sur le marché, mais aussi prendre des risques et éduquer nos consommateurs et globalement faire qu'aujourd'hui, les produits bio pèsent pratiquement en France 6% de l'alimentation. Donc, c'est un marché de 13 milliards d'euros. Donc, on parle pas d'un tout petit marché. Hyper intéressant. Et de votre côté, Bruno Martel, j'ai l'impression qu'on est dans le métier de père en fils et fille. C'est ça. Dites-moi si je me trompe. Complètement. Moi, je suis fils et petit-fils d'agriculteurs. J'ai une ferme en Île-et-Vilaine avec ma fille Apolline. Oui, Apolline, que je ne connais pas. Mais que j'ai vu. Elle est plus jeune que moi. Oui, j'ai vu dans un rayon. Faut savoir qu'on est donc au rayon bio du Carrefour qui est immense et probablement un des meilleurs endroits où tourner un podcast actuellement avec les vagues de chaleur qu'on subit à Paris. Et sur quoi sommes-nous tombés ? 4 pots de yaourt avec en photo Apolline, votre fille. Oui, complètement. Ouais. C'est dans la démarche aussi des productions bio de pouvoir s'ouvrir. Moi, je suis producteur de lait en Bretagne, donc dans une zone de production. Moi, c'est pas mon environnement d'être ici dans un magasin, encore moins en plein Paris. Mais quelque part, on produit aussi et notre manière de produire, elle est faite aussi pour les Parisiens et pour les métropoles. Et c'est ça qui est intéressant. Et moi, ça me fait particulièrement plaisir de voir que il y a un peu de mon lait ici en plein Paris et c'est plutôt agréable. Et puis surtout votre fille sur les yaourts. Alors ça, c'est la cerise sur le gâteau. Bah ouais. Et vous êtes donc représentant de la coopérative Agrial, la coopération laitière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne ? Alors, c'est pas très compliqué. En fait, les producteurs sont regroupés en coopérative. Nous, on est 300 producteurs de lait en agriculture biologique dans la coopérative. Mais dans notre coopérative, il y a aussi d'autres productions, y compris des productions plus conventionnelles, avec qui on discute, avec qui on échange, etc. Et c'est la force du collectif qui permet aussi d'avoir des investissements conséquents qui peuvent transformer le lait et le rendre accessible à tous. Et la filière laitière bio est bien représentée dans la région de la Bretagne ? Alors en Bretagne, oui. Alors après, c'est assez simple. Les grands bassins de production sont plutôt à l'ouest pour l'ensemble des produits laitiers. Et quand on dit que 10% des producteurs sont en bio, eh bien, ça veut dire que dans les grands bassins de production, on a 10% des producteurs de ces régions-là qui sont en bio. Donc, moi, sur ma commune, on doit être une quinzaine de producteurs et il y a 4 ou 5 fermes en agriculture biologique. Donc, c'est quand même conséquent. Et ça permet d'animer aussi un territoire.
Et qu'est-ce que ça représente, j'ai demandé à Benoît Souris d'abord, qu'est-ce que ça représente pour vous, la filière laitière bio actuellement ? Alors d'abord, c'est une filière qui est extrêmement importante dans l'image des consommateurs parce que la consommation de lait et tous les produits transformés à base de lait fait quand même partie de l'alimentation quasi quotidienne d'une grande majorité de consommateurs. Alors, il y a bien naturellement des alternatives végétales qui ont pris une place, mais il reste un grand volume d'activité qui est fait sur le lait et sur le lait bio en particulier. C'est d'ailleurs un des produits avec les œufs dans lequel la pénétration, le pourcentage d'activité fait en bio est le plus important. Donc il y a à la fois un lien affectif, puis un vrai lien effectivement au produit lui-même, qui est un produit de base de l'alimentation. Et enfin, notre responsabilité de distributeur, c'est de lui laisser sa place, c'est-à-dire d'être capable de décliner en produits frais, en version longue conservation, peu importe, des produits qui correspondent à la demande des consommateurs. Et vous pensez que c'est important pour le consommateur aujourd'hui de cette transparence, de voir l'éleveur, de savoir à quoi il ressemble, la manière dont il travaille ? Alors, il y a une double raison. Il faut pas se voiler la face. Il y a effectivement la capacité à imaginer que le producteur, il peut être à côté de chez nous, à côté de chez lui. Il y a des bassins de consommation. On le sait très bien. Alors sur le lait, Bruno l'a rappelé. C'est d'abord la région ouest qui est de loin la plus grosse production, mais il y a aussi du lait dans la région centre. Il y a aussi du lait de montagne. Enfin bref, ce qui compte, c'est que nos magasins, ils aient la capacité à avoir une offre qui soit mixte. C'est la diversité qui fait une partie de la richesse. Chaque consommateur est unique. On dit beaucoup ça chez Carrefour. Et donc, on se doit d'aller lui apporter une réponse par rapport à sa demande. Il faut que chaque consommateur reparte avec le produit qu'il souhaitait trouver dans son point de vente. C'est vrai que du coup, vous mettez en exergue cette particularité. Il y a le lait de montagne, le lait bio. Enfin, le lait de montagne peut être bio ou ne pas l'être, je crois. Bien sûr. Et puis, il y a le local, le direct producteur. Est-ce qu'il n'y a pas justement, avec tous ces choix différents, une sorte de confusion aussi qui peut se créer pour le consommateur ? Alors, je crois qu'il n'y a pas de confusion entre le bio et le pas bio, parce que clairement, sur le bio, il y a la revendication qui est très encadrée, avec un cahier des charges qui est très précis, qui est exigeant. Ce cahier des charges peut être parfois majoré par le cahier des charges de l'industriel ou de la coopérative ou de la marque distributeur qui va demander un bio plus sur le contenant, sur tel ou tel élément de la production. Mais ce qui compte, c'est que c'est le premier signe de qualité. Ensuite, il y a des signes d'origine qui peuvent venir compléter ça. On parle d'agriculture de montagne, par exemple. C'est un élément d'information supplémentaire. Mais je crois que la richesse de l'offre fait plutôt profite aux consommateurs. Elle profite aussi à la distribution dès l'instant qu'on a la place dans le magasin. Et quand on est, comme ici, dans un hypermarché de grande surface, on a la capacité à tout présenter. Dans des surfaces plus petites, on doit se concentrer sur les top sellers, les top ventes. Mais là aussi, c'est notre métier d'adapter notre offre à la demande. Je comprends, mais en même temps, quand on le dit comme ça semble tellement difficile de choisir entre un local qui lui aussi peut mettre en avant un aspect bien-être animal, proximité, ou alors les petits producteurs, l'aide des alpages, etc. J'ai vraiment on va essayer de clarifier tout ça, en tout cas pour les personnes qui nous écoutent, notamment sur le sujet de la charte, sur laquelle je pense que Bruno, vous pourrez éclaircir un peu tout ça. C'est quoi la vision que vous avez depuis toutes les années passées dans la distribution sur la bio? On dit le bio ou la bio? Alors on dit les deux. Vous dites le ou la Wi-Fi, je suis sûr que Bruno pense comme moi. Okay. On dit souvent la bio au sens de la philosophie bio, de la démarche bio, un mouvement de pensée. Et puis on dit souvent le bio pour caractériser le bio versus le conventionnel, non pas du tout en opposition, c'est pas du tout dans ma bouche, mais clairement pour être capable de faire une césure. Donc le ou la bio, tout nous va. L'important c'est que effectivement, la bio c'est pas la panacée universelle. On va pas résoudre tous les problèmes de santé ou d'alimentation à cause ou grâce aux produits bio. Mais par contre, ça a une singularité, ça correspond effectivement à une demande, une démarche de la part des consommateurs, et c'est ça qui compte le plus. Et c'est quoi votre vision de la bio alors aujourd'hui et la manière dont vous l'avez vu évoluer? Alors, ce qui est génial dans le marché de la bio, c'est que c'est d'abord un marché qui est né de façon non artificielle.
C'est un marché qui est né par la démarche d'un certain nombre de producteurs. Bruno, ses parents, son voisin, ses aïeux, peu importe. Un certain nombre de producteurs qui, à un moment, ont pris conscience qu'il fallait faire évoluer le mode de production vers une production qui soit plus respectueuse de l'environnement et des hommes. Ça a permis de se rencontrer avec un certain nombre de consommateurs dans des coopératives de consommation ou dans des magasins d'alimentation bio spécialistes, puis dans la grande distribution, qui eux-mêmes disaient « Waouh, finalement, les produits trop transformés, / trop chimiques, / on ne sait pas d'où ils viennent, c'est pas tout à fait ce qu'on a envie d'offrir à nos enfants. » C'est là aussi où le rôle des consommateurs a pris une troisième place, et en particulier des jeunes femmes au moment de la naissance des enfants. Parce que la certitude que ce que l'on ingère va se retrouver d'une façon ou d'une autre dans l'estomac de son bébé, porté pendant 9 mois, c'est un moment, c'est un virage considérable. Et je suis sûr que c'est quelque chose qui est très fréquent. Donc on a vraiment un marché qui est sain parce qu'il est né de cette démarche sans angélisme entre un certain nombre de producteurs, un certain nombre de distributeurs, un certain nombre de consommateurs. Et c'est ça qui a créé ça. Et c'est un marché qui est aussi né sans artificialité de subvention. C'est un des éléments de combat, puisque bien naturellement, pour se transformer en bio, il faut du temps. Il faut 2 à 3 années minimum, ça dépend après des types de produits. Et pour ça, il faut que la puissance publique ou la puissance européenne accompagne un certain nombre d'agriculteurs, comme Bruno, si ils veulent, ils souhaitent librement s'engager vers la bio, soit pour des convictions, soit parce que c'est meilleur pour leurs revenus, soit parce que c'est meilleur pour l'environnement, soit pour les 2 ou les 3 à la fois, peu importe. Et ce qui compte, c'est que la puissance publique, elle est venue apporter effectivement un peu de fluidité par des moyens financiers. Et ça, c'était très important. Mais d'abord, le marché, il est né pour des raisons très saines. C'est pour ça que même s'il est un peu plus difficile aujourd'hui, le fait qu'il soit né sur des fondements très sérieux est pour moi le gage de l'avenir. D'accord. Ce serait intéressant de savoir, outre la charte, mais si c'est vraiment, si on sent la différence sur le sujet du revenu. Bruno, comment est-ce que vous êtes tombé, vous, dans le lait? J'ai l'impression que du coup, c'est votre grand-père puis votre père qui vous a transmis. Et après, est-ce qu'il y a une conversion dans le bio ou... Oui. Alors, moi, je me suis installé dans la ferme il y a 28 ans à peu près, et je suis producteur de lait bio depuis 23 ans. Ah ouais. Donc en Early 2000, adopters. voilà, en 2000, à la naissance de notre dernier enfant d'ailleurs, on est passé en agriculture biologique. Donc il a fallu 2 années de conversion, c'est-à-dire pendant 2 années, on commercialise nos produits en agriculture conventionnelle avec une démarche qui respecte le cahier des charges en agriculture biologique. Et au bout de 2 ans, les produits sont commercialisés dans les circuits de valorisation en agriculture biologique. Donc en effet, comme le disait Benoît, il y a une période de conversion, une période administrative et officielle, réglementée, certifiée, etc., qui est assez rigoureuse, qu'il faut passer parce que c'est aussi un choix économique, de système, etc., qui implique des modifications. Et ensuite, on commercialise nos produits dans un circuit dédié qui est l'agriculture biologique. Et c'est vraiment un élément particulier parce que en effet, on n'est pas sur une démarche marketing ou commerciale ou purement axée sur une allégation basique, entre guillemets, d'un seul critère de production. L'agriculture biologique, c'est un contrôle par un organisme certificateur indépendant qui passe tous les ans, qui épluche, comme on dit chez nous, l'ensemble des documents administratifs, des factures, du mode de production, qui vient de manière inopinée pendant l'année voir la ferme et dire où sont vos animaux en ce moment, ils pâturent sur quel champ, où sont vos génisses, etc. Et en fait, on va ce sont vérifier. les contrôles qui sont liés. C'est les contrôles obligatoires dans le cadre de la certification en agriculture biologique qui permet d'apposer le logo AB et l'eurofeuille européenne, comme quoi la ferme respecte le règlement européen de production en agriculture biologique. Et c'est pas neutre parce que parfois, nous, ce qui est complexe, c'est de réussir à transposer dans le produit les contraintes de production. Et c'est vrai que Benoît l'a expliqué, c'est que quand le marché est porteur et quand les choses tirent vers le haut une production, on a l'impression que seulement le mot bio ou la bio ou le bio ou l'agriculture biologique sert à tirer le marché. Mmh. Et lorsque le marché se trouve un peu tendu pour des questions, en effet, d'inflation, d'arbitrage, de mode aussi parfois. On parlait de ce qui se passe actuellement, là, voilà. Le fait qu'on produise énormément de lait bio. Dans ces périodes-là, on se dit, mais mince,
il faut qu'on reprenne notre bâton de pèlerin pour réexpliquer, peut-être à une autre génération, peut-être à des gens qui l'ont peut-être un peu oublié, ou peut-être que nous, on l'a pas bien expliqué, ce qu'il y a derrière le produit. C'est-à-dire qu'en dehors du produit alimentaire, moi, je j'use de l'énergie tous les jours à me dire, derrière ce produit alimentaire, il y a autre chose. Et ce autre chose, c'est tout ce qui est lié à une manière de produire complètement naturelle, très réglementée, qui interdit beaucoup de produits et beaucoup d'utilisation d'intrants qui peuvent être des engrais de synthèse ou des produits phytosanitaires, etc. Tout ça, c'est interdit, réglementé et contrôlé. On est très, très autonome. Chez moi, sur la ferme, je suis autonome à plus de 95%. C'est-à-dire que la totalité des fourrages que je produis dans la ferme servent à alimenter les animaux. Et puis, les déjections des animaux nourrissent le sol produit de l'herbe est mangée par les animaux. Et on est dans un cercle complètement fermé, d'une forme d'autonomie très forte, avec une manière très naturelle de produire. Et ça, en fait, il faut réussir à l'expliquer sur le produit. Et une fois qu'on a expliqué ça, il faut réussir à dire que autour de nous, il se crée du coup un environnement social, un environnement paysager, un environnement de biodiversité, un environnement de présence de haies, d'arbres, de multitudes de cultures, etc., qui n'est pas neutre sur le territoire. Et on a parlé tout à l'heure de local, etc., et c'est peut-être compliqué de vous le dire, mais entre un produit qui se trouve ici aujourd'hui dans un magasin Carrefour dans le centre de Paris et ce qu'il permet en termes d'action chez moi à Bain-sur-Rousse dans ma petite commune d'Ille-et-Vilaine, mais c'est considérable. C'est-à-dire que cette chance qu'on a de donner accès à ce produit à des gens en dehors de notre environnement très très proche, c'est de nous donner la capacité chez nous d'avoir sur 5 kilomètres autour de la ferme un milieu complètement préservé où une manière de produire très naturelle permet d'avoir de l'air partout, une multitude de cultures, des trèfles, des oiseaux, des lièvres, des chevreuils, bref. Et ça, c'est mon quotidien et moi, je vis dedans. Et ça me fait franchement plaisir. L'enthousiasme est palpable. Ça vous fait plaisir de l'entendre, vous aussi, Benoît? Ouais, c'est passionnant parce que ce que dit Bruno est très clair. C'est là qu'on voit effectivement le rôle propre de chacun. Je serais un très mauvais producteur de lait, j'essaie d'être un bon distributeur. Et notre rôle, c'est effectivement d'apporter le produit dans le panier, en tout cas dans l'offre qui est proposée à chacun de nos consommateurs. On a un rôle, parfois le mot de vulgarisation est utilisé, c'est-à-dire qu'on doit effectivement rendre accès. La bio-élitiste vendue uniquement dans des réseaux très spécialisés, souvent à des prix très élevés, ça n'est pas l'avenir unique. Il y aura toujours des consommateurs et un engagement particulier, voire des cahiers des charges plus spécifiques. Mais ce qui compte vraiment pour nous, c'est que tout le monde puisse effectivement se payer 1 litre de lait bio, à la fois parce qu'il est accessible au sens physique, ici en plein cœur de Paris, mais partout en France, mais aussi accessible au sens de sa tarification. Et ça, c'est un de nos rôles. En tout cas, c'est un des rôles de la grande distribution. Est-ce qu'on peut venir un peu plus en détail sur le sujet de la charte? Parce que quand on vous écoutait parler, on sentait que vous déployez une énergie qui semble quand même d'être un peu au-delà que de ceux qui travaillent parfois en conventionnel peut-être, mais j'ai l'impression que quand c'est du bio, ça prend peut-être un peu plus de temps, qu'il faut travailler avec la nature, on peut un peu moins la contraindre à coup d'intrants ou de certains produits chimiques, par exemple. Je pense ce qu'il faut résumer, c'est que il n'y a pas de solution de rechange en agriculture biologique. C'est-à-dire que tout est fait dans l'anticipation, dans la prévoyance, etc., etc. On est obligé, puisque le cahier des charges l'impose, on n'a pas capacité à utiliser des rustines qui peuvent être des produits phytosanitaires ou des engrais de synthèse, etc., quand des aléas viennent atteindre des cultures ou la manière de produire. Donc à partir du moment où on intègre que on n'a pas le droit et c'est interdit d'utiliser pas mal de choses, on produit de manière différente. C'est-à-dire qu'on s'approprie de manière complètement naturelle la production de l'herbe, la production des céréales. En ce moment, moi, j'ai des céréales dans les champs. Je vais moissonner d'ici 3 semaines. C'est des mélanges d'avoine, de triticale, de blé, de pois. Et puis, ce mélange-là d'espèces a permis que la pression des maladies est moins forte. La pression des insectes est moins forte aussi parce que la diversité évite que une maladie atteigne toutes les espèces. C'est-à-dire que s'il y a une maladie qui atteint le blé, le pois et l'avoine sont préservés. Donc, j'aurai quand même une récolte. Même chose dans les champs, j'ai du trèfle et j'ai des graminées.
Bien, le trèfle, il fournit des protéines et les graminées fournissent de l'énergie. C'est bon pour mes vaches. Il est important d'éviter les monocultures. Et ce mélange, bien, limite la pression des mauvaises herbes, limite la pression des maladies, et puis rend un fourrage équilibré. Alors, bien sûr qu'il est un peu moins riche qu'un fourrage à base de céréales, par exemple, mais du coup, mes animaux produisent moins, j'en ai un petit peu plus, mais je suis complètement autonome. Donc, dans ce discours qu'on peut avoir aujourd'hui de dire, effectivement, avec tout ce que l'on voit sur l'inflation, sur la guerre en Ukraine, la flambée de certains intrants, le coût des énergies, etc., mon mode de production extrêmement autonome permet aussi de se prémunir en partie de toutes ces fluctuations qui sont liées à ces intrants extérieurs qui ont explosé en termes de prix. Donc, la résilience de notre modèle est plus forte. Effectivement, on a une passe un peu plus compliquée. Eh bien, dont acte, on produit un petit peu moins, on est encore plus autonome, on serre un peu la vis. Mais quelque part, l'autonomie, c'est aussi un gage de responsabilité. Et par rapport à ça, bien, on lutte contre les gaz à effet de serre indirectement, puisque du coup, c'est un peu moins de transport, c'est plus de stockage de carbone, parce qu'il y a beaucoup de prairies sur ma ferme. Moi, j'ai 200 hectares à la ferme. J'ai 190 hectares d'herbe, c'est-à-dire que la quasi-totalité de la ferme est conduite avec de l'herbe. Dont et 60... sans vaches. Et sans vaches. Et 60 hectares de marais où il y a 1 mètre d'eau pendant l'hiver. Et puis là, en ce moment, bien, on vient de faire les foins. Et bien, il y a des étendues entières de bottes de foin là dans les marais. Et ben voilà, si on n'était pas là, bien, ce seraient des terres abandonnées, qui seraient pas exploitées, qui seraient pas valorisées. Et ce mode de production très extensif permet aussi de préserver ces zones-là, qui, je pense, bien, seraient laissées à l'abandon, et ce qui serait véritablement une catastrophe écologique, et ce serait grave. Et ma responsabilité d'éleveur, c'est aussi de préserver en premier lieu l'environnement, quand même en dehors de l'aspect économique. Benoît, on a un peu la vision pratique, la vision théorique sur la charte et les différents éléments qui sont importants pour l'éleveur. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu ? J'imagine qu'il est question de bien-être animal, justement, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Oui, alors là aussi, ce qui est très intéressant de se rappeler, d'abord moi je suis pas dans un discours pas plus que Bruno, le bio c'est parfait, le conventionnel ça ne va pas, hein, qu'on soit très clair là aussi, je crois qu'il faut de la mesure. Moi j'ai la responsabilité de la bio pour le compte de Carrefour, mais bien naturellement c'est pas en jetant l'opprobre, et aucun d'entre nous ne va le faire, non pas simplement dans une précaution, hein. Je crois que c'est essayer de promouvoir un mode de production, un mode de transformation, une typologie de produits qui soit assez différent. Ce qui est génial dans la bio, c'est que c'était, comme je le disais tout à l'heure, c'est né d'initiatives individuelles. Et ensuite, c'est un certain nombre de producteurs, je vais prendre un exemple en particulier, c'est l'exemple du miel. C'est un certain nombre de producteurs de miel qui, dans une même région, se sont regroupés pour se dire, finalement, il faut qu'on puisse avoir un cahier des charges qui puisse définir ce que pourrait être un miel bio. Parce que comme l'abeille, on va pas l'emprisonner, il faut qu'elle puisse aller butiner. Donc comment on va être capable de construire un cahier des charges? Ce qui était vrai pour le cahier des charges du miel, qui est devenu un cahier des charges ensuite français. Au début, c'était un truc qui s'appelait Orgamiel, puis c'est devenu un cahier des charges français, puis c'est devenu un cahier des charges européen. Ce qui est très important, c'est que ce signe de qualité, qui permet effectivement d'utiliser un logo de signe de qualité, le logo AB en particulier ou Eurofeuille, il est contrôlé par un organisme indépendant, comme Bruno l'a rappelé. C'est un signe de qualité connu, géré par le ministère de l'Agriculture, comme Label Rouge, comme d'autres en ont, et ça donne effectivement un certain nombre de devoirs. Et ces devoirs sont extrêmement importants parce que ça devient de plus en plus pas simplement une obligation de moyens, mais de plus en plus une obligation de résultats. Et pour répondre vraiment très précisément à votre question, moi, je suis absolument convaincu que ce qu'attendent nos consommateurs, c'est pas simplement que Bruno fasse tous ses meilleurs efforts, pas simplement que le conditionnement de ses produits qu'il fait lui-même ou que sa coopérative met en œuvre avec Agrial, mais que nous aussi, marque de distribution, on soit effectivement capable d'apporter de plus en plus des certitudes, donc une obligation de résultat auprès de nos consommateurs. Et ça, c'est ce qui nous permettra demain de continuer à donner ce discours rassurant et continuer à que ce soit pas simplement un discours, mais un discours de la preuve. Et je crois que là-dessus, les professions, et c'est bien naturellement le rôle pour les produits laitiers et du CNIEL, mais on pourrait dire Interfel pour les fruits et légumes et d'autres, c'est cette construction collective sans ostracisme qui permet effectivement de regarder la trajectoire.
Et quel est l'impact au final, par exemple, sur le portefeuille de l'éleveur, de travailler en suivant scrupuleusement cette charte? Alors, moi, j'ai fait ce choix-là depuis une vingtaine d'années et je pense que c'est le meilleur choix de ma carrière que j'ai fait. C'est-à-dire que, en termes de lisibilité sur le prix, on est beaucoup moins soumis aux fluctuations du prix du produit. D'accord. Donc, c'est une réalité et effectivement, depuis 20 ans, moi, le prix du lait bio a été plutôt stable à la hausse, ce qui a permis d'avoir une certaine lisibilité et d'être plutôt rassuré sur la manière de produire. Ce que n'ont pas eu la chance de vivre mes collègues, par exemple, en conventionnel, avec des aléas souvent liés à des marchés internationaux ou des cours mondiaux de matières qui fluctuent beaucoup. Aujourd'hui, les produits laitiers bio sont quand même commercialisés à plus de 95% en France. Donc, la totalité du marché des produits laitiers bio est sur un marché français de produits transformés en France et vendus en France. Donc, effectivement, il est directement lié aux consommateurs qui vont chez Benoît acheter. Mais il est quand même exclusivement lié à la population française. Et ce qui fait que les aléas de ce qui peut se passer en Chine ou qui peut se passer à travers le monde, eh bien, ces aléas-là ont moins touché la production bio depuis plusieurs décennies. Et cette lecture dans la durée d'un prix plutôt rémunérateur et qui prend en compte le fait que les conditions de production sont plus contraignantes, eh bien, a fait des producteurs plutôt sereins dans leur façon de vivre, dans leur façon de travailler. Et moi qui côtoie les producteurs bio très régulièrement, hein, j'ai souvent capacité à dire qu'on a des producteurs qui sont bienveillants, qui sont positifs, qui sont souriants, qui sont en phase avec leur environnement, qui sont en phase avec la société parce que quelque part ils répondent aussi à des attentes sociétales. Et voilà, donc aujourd'hui on a un petit trou d'air et puis ce petit trou d'air on va le passer parce qu'on a aussi accueilli beaucoup de producteurs. Je regardais encore dernièrement, là, c'est incroyable le nombre de jeunes qui ont des projets d'installation en agriculture biologique, même en production laitière, parce que c'est quand même un mode de production séduisant qui correspond quand même à des attentes de nos jeunes aujourd'hui. Il y a un sujet sur la rémunération aussi. Est-ce que c'est profitable mais moi, je gagne ma vie correctement. Ouais. Et puis, si j'y installe mes enfants, c'est parce que j'y crois énormément. Bien sûr. Et ma fille qui a aussi une maison et puis a une petite fille, eh bien, elle en vit et puis elle est heureuse d'en vivre. Et son frère, qui en ce moment est parti à l'étranger voir comment on produit du lait, eh bien, quand il reviendra, j'espère qu'il prendra ma place et il viendra avec sa sœur. Parce que j'y crois beaucoup et je pense que c'est aussi le sens de l'histoire. Après, il permet à toute l'agriculture de s'améliorer et ça, c'est dans une aventure collective quelque chose de très très bien. Et je rejoins Benoît là-dessus. Loin de moi l'idée de dire toute la consommation française va être en agriculture biologique. Non, non. Maintenant, aujourd'hui, on parle d'engagement climatique, on parle d'engagement sur la biodiversité, on parle d'engagement sur l'eau. Eh bien, l'agriculture biologique doit être un moteur pour résoudre ces problèmes-là. Et elle va concerner 10 à 15% de la consommation de produits en France. Voilà, dont acte, c'est une réalité. On doit l'accompagner les uns et les autres. Et en portant ces messages-là, on accompagne aussi l'ensemble des productions alimentaires à être extrêmement sensibles à l'environnement, la manière de produire, le respect de la nature, etc. Et je veux dire, c'est bien pour le consommateur, c'est bien pour l'agriculteur et c'est bien pour la société, je veux dire, et on est là pour ça. Et Benoît, comment est-ce qu'on peut expliquer cette forme bon, peut-être que c'est parce qu'il y a une grande offre, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être que le consommateur prend un peu de recul vis-à-vis du bio. Est-ce qu'on a mal expliqué ce que c'était? Pourquoi est-ce qu'il y a une baisse de consommation actuellement? Les raisons sont finalement très très simples. D'abord, pendant la période Covid, qui nous a quand même touchés pendant 2 ans, nos consommateurs ont eu un comportement qui a changé. Finalement, le fait de trouver des magasins pour l'alimentation, ça faisait partie des rares autorisations pour sortir de chez soi, etc. Donc, ça depuis, ça a transformé un certain nombre de comportements. Ça, c'était en 2020. Ça veut dire qu'on en sent encore l'onde de choc aujourd'hui. Ce que l'on ressent, c'est que ça a donné durant cette période-là, en 2020 à 2021, ça a redonné encore un coup de fouet supplémentaire à l'agriculture biologique et à la vente de produits bio dans nos points de vente. Depuis, on a été frappé par ce que Bruno décrivait, c'est-à-dire une hausse de l'inflation, c'est-à-dire la guerre aux portes de l'Europe, et puis aussi, globalement, l'avènement d'un certain nombre de marques ou de signes de qualité ou prétendus tels qui viennent perturber un peu le message. Je m'explique.
Vous avez un produit label rouge, les gens connaissent ou pas le contenu d'un label rouge, mais au moins c'est un signe de qualité. Vous avez un produit biologique avec le logo AB ou l'Eurofeuille. Les gens savent que globalement, et le taux de notoriété de ces logos-là est extrêmement élevé. Plus de 95% de la population française sait ce que ça veut dire. Et donc tout ce que l'on doit maintenant continuer à faire, et moi je suis très optimiste aussi comme Bruno là-dessus, c'est passer effectivement ce moment qui est plus difficile, qui est d'abord lié au pouvoir d'achat, puis aux signes de qualité différents qui ont changé et qui sont venus un peu perturber le marché, pour être capable au contraire de continuer, non pas à réenchanter la bio, mais en tout cas à redire, parce que notre problématique, c'est essentiellement une problématique de reprise des ventes. Mais là aussi, aujourd'hui, les produits bio en France, c'est pratiquement 6% du chiffre d'affaires de l'alimentaire. Donc la bio, c'est 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est pas un tout petit marché, c'est un marché qui est déjà un marché mature. La question, c'est est-ce qu'il est sur un plateau et où est-ce qu'il va effectivement reprendre un volume de croissance dès l'instant que la période économique redeviendra un peu meilleure. Clairement, on a un rôle collectif, nous pour rendre les produits plus accessibles, en prix, en visibilité, en engagement. Nos producteurs, parce qu'effectivement, si on a confiance entre nous, on sera effectivement en capacité de continuer à prolonger des accords et à les renouveler pour accueillir les nouveaux agriculteurs, les nouveaux éleveurs dont Bruno nous parle. Et c'est ça qui permettra effectivement, au fur et à mesure, de compléter effectivement soit des offres, parce qu'il reste encore de la place pour créer des produits nouveaux, soit travailler aussi l'accessibilité, parce que là aussi c'est important. L'image de la bio, c'est trop cher. La bio, j'en ai pas les moyens. Il n'est pas question, et en tout cas pas plus les interprofessions que les marques ne le souhaitent, il n'est pas question de diminuer les exigences du cahier des charges. On a un cahier des charges qui est le socle de la confiance. Rompre cette confiance, c'est tuer le marché. Donc nous sommes, et je là-dessus très très revendicatif au sens, c'est extrêmement important que le cahier des charges reste à un niveau très élevé. Il faut garder un cahier des charges très élevé, très exigeant, pas élitiste, mais exigeant, parce que c'est ce qui fait effectivement la clé de voûte de la confiance, et c'est ce qui permettra là aussi de faire la différence par rapport à des simili-signes de qualité qui peuvent exister. Est-ce que le distributeur a un rôle à jouer peut-être dans la communication, la stratégie de communication afin d'aider les éleveurs installés en bio? Évidemment, nous on est très fiers chez Carrefour, on a 3600 agriculteurs, éleveurs et viticulteurs qui sont engagés contractuellement avec Carrefour. On en a 2300 qui se sont rajoutés à nos partenariats depuis 2 années, 2 années et demie. C'est-à-dire qu'on est absolument convaincu que ce lien qui donne la visibilité, qui donne effectivement une capacité à ce que les producteurs s'engagent, investissent, produisent pour nous, mais pas que pour nous, produits en particulier pour nous, soit effectivement, on est convaincu que ça c'est un des éléments tout à fait basiques et essentiels. Et le deuxième, c'est de donner effectivement aux consommateurs la capacité à trouver des produits bio dans toutes les surfaces de nos magasins, du plus petit Carrefour Express de 100 mètres carrés jusqu'à un Carrefour Hypermarché de 25 000 mètres carrés. C'est très, très important. Le bio, c'est pas réservé à tel ou tel quartier de Paris ou tel quartier de la Creuse ou ville de la Creuse. Ça doit être pour tous parce que ça doit être un acte libre. Et enfin, nous sommes convaincus et nous travaillons beaucoup là-dessus sur le fait que il faut que les consommateurs bio soient aussi un peu reconnus de façon particulière. Donc, on va continuer à travailler un triptyque qui, chez nous, est permanent. C'est le prix, la promo et la fidélité. On a près de 5 millions de consommateurs qui sont engagés dans un programme de fidélité pour la marque Carrefour Bio. La promo, quand il y a des opérations qui sont faites au niveau national, qui sont aussi favorisées par les interpros, en particulier le printemps de la bio, c'est pour nous un élément qui permet effectivement de mettre la bio un peu en prospectus, un peu en visibilité, et puis bien sûr le prix, parce que même il faut que tout le monde vive, et moi je suis très heureux d'entendre ce que dit Bruno, mais je l'entends très souvent, c'est-à-dire que on est bien sûr dans une relation de client-fournisseur, mais les clients et fournisseurs, c'est pas toujours un rapport de force, ça peut être aussi un rapport de respect, un rapport de construction, et plus ça l'est, plus les relations durent plus longtemps et plus elles sont efficaces, donc c'est pour nous un des points tout à fait essentiels. Vous insistez sur le fait que le bio, c'est pour tout le monde, et pourtant c'est vrai que dans l'image qu'on a du bio, c'est toujours quelque chose d'un peu cher. Comment le prennent les consommateurs quand finalement le bio c'est pas si cher que ça, quand on se rend compte que c'est accessible, quand on se rend compte qu'effectivement c'est pour tout le monde? Je crois d'abord que, vous savez, il y a parfois
sentiment que la bio a un caractère élitiste. Bon, d'abord, ce sentiment, il est souvent né du fait que la bio a été pendant de nombreuses années essentiellement distribués dans des réseaux de magasins spécialisés, quelle que soit leur qualité, les Biocoop, les Viclair, les Naturalia, pour citer les marques principales ou les enseignes principales. Ces enseignes-là, elles existent toujours. Elles traversent une période un peu plus compliquée en ce moment, puisqu'elles s'étaient beaucoup développées, pas toujours en travaillant une image prix ou une organisation qui soit la plus efficace, mais là aussi, je suis sûr que la transformation qui est en route auprès de chacun de ces intervenants va se faire. Et nous, acteurs de la grande distribution, notre rôle, c'est un rôle de développeur d'une offre avec les mêmes signes de qualité, parce qu'un produit bio, en déplaise à certains, un produit bio, quand il est vendu à la marque Carrefour Bio, il respecte un cahier des charges européen. Quand il est vendu à la marque X d'un distributeur spécialisé, il respecte à minima la même réglementation. Et ensuite, chacune des marques a la capacité d'aller rajouter, par rapport au cahier des charges, moi, je vais demander que, j'en sais rien, mon poulet, il est au minimum 95 jours pour grandir. Le cahier des charges dit moins, mais c'est pas grave. Moi, je pense que c'est mieux et je vais demander que mon poulet soit de souche, j'en sais rien, blanc ou jaune pour mon poulet. Bien, là aussi, c'est un choix des marques. Donc, on a cet échange avec nos consommateurs qu'on doit toujours écouter, parce que c'est nos consommateurs qui nous poussent, qui nous disent tiens Benoît, on retrouve plus de petits Suisses, hein, on parle de produits laitiers, les petits Suisses qu'on appelait hier les Gervais, les petits Gervais ou autres, en bio il y a finalement pratiquement pas. Voilà, il y a encore des mines, hein, il y a encore la capacité à ce que on puisse développer et là aussi pour que ce que fait Bruno, c'est-à-dire la production bio avec toutes les contraintes, c'est fait pour être vendu en bio. C'est pas fait pour être déclassé, comme on dit. Le terme est malheureusement dur, mais il dit la vérité. Produire en bio et le vendre en conventionnel, c'est effectivement l'anomalie dans laquelle nous sommes pour une partie, en tout cas pour une partie de la production en ce moment. Pour que ça dure le moins longtemps. Pour que ce soit clair pour les auditeurs, on parle de ça parce que ça s'est passé il y a pas mal de temps. Est-ce qu'on peut recontextualiser un petit peu? Il y a effectivement eu un déclassement, donc beaucoup de production en bio. Le beaucoup, je l'enlèverai. Il y a eu de la production bio. Okay. Le cycle de la production, le cycle animal, c'est pas le cycle de la distribution. C'est comme ça. On peut rêver d'un coup de baguette magique que ça change, mais ça n'est pas le cas. Il faut choisir sa race. Chez Bruno, c'est la Primelsheim. Il faut avoir les 200 hectares. Il faut constituer son cheptel. Il faut avoir un certain savoir-faire. Et évidemment, le cycle de la distribution, c'est plus instantané. Mais c'est aussi beaucoup plus dépendant, par exemple, de l'ambiance économique, du taux de chômage, du taux d'inflation qu'on peut rencontrer. Donc, depuis quelques mois, on a effectivement une légère surproduction en lait bio versus la consommation. Ça fait partie des phénomènes auxquels la bio n'était pas habituée. Pourquoi ? Parce que pendant des années, presque 20 ans, la demande était presque supérieure à l'offre. Tant mieux, ça a profité à pratiquement tous les acteurs de la distribution, et en particulier au monde de la production ou de la transformation. Aujourd'hui, nous sommes sur un marché qui a atteint un certain équilibre. Cet équilibre n'est pas satisfaisant pour un certain nombre de producteurs, parce qu'il y a encore un quote-part de déclassement, même si elle est en train de diminuer en ce moment. Donc, ce qu'il faut, c'est que dans tous ces marchés-là, il y a un moment où il faut que l'offre rejoigne la demande. Et comme évidemment, c'est un produit agricole, ça ne se fait pas de façon instantanée, mais ça n'est pas lié à des importations, à de la spéculation, ce qui est quand même ce qu'on rencontre souvent. Ça veut dire que Bruno a donc produit du lait dans son élevage et qu'il a été vendu comme en lait conventionnel. C'est ça qui s'est passé? Non, oui et non. C'est la réalité, mais c'est plus complexe que ça. Okay. C'est-à-dire que le lait, on peut y fabriquer du beurre ou des yaourts ou du lait en bouteille. En fait, la gamme, elle est très très large, ou de la crème fraîche, etc. Et selon la composition du débouché, il reste à côté de ce débouché-là, une part de lait qui existe. C'est-à-dire que quand on fait une bouteille de lait, par exemple, on enlève un petit peu de matière grasse pour faire du beurre. Et il y a des moments pendant l'année où on consomme un peu plus de beurre ou un peu plus de lait en bouteille. Et ce qui fait que des fois, quand il y en a trop, on déclasse un peu de lait en bouteille ou on peut déclasser un petit peu de beurre. Et effectivement, cette proportion à la sortie de l'usine de transformation, elle est redirigée vers un marché conventionnel, sans l'identifier en bio, pour pouvoir y trouver un débouché. Mais
Mais c'est pas tout mauvais non plus, quoi. C'est-à-dire que, premièrement, on ne gâche pas et on ne jette pas. D'accord. Donc, c'est quand même la priorité. Et effectivement, ça va quand même sur un marché, c'est consommé, c'est un produit alimentaire et donc il est valorisé et tant mieux. C'est le sujet du manque à gagner, du coup. Après, c'est la période d'adaptation qui fait qu'il y a une moins bonne valorisation du produit, ce qui fait que le prix du producteur est un peu plus bas à cause de ça. Maintenant, il y aura un temps pour retrouver un niveau normal. Et on vient de vivre des périodes d'inflation de l'ensemble des produits alimentaires et des produits, des matières premières agricoles. Et ce qui fait que le déclassement d'une part de nos produits s'est fait aussi à des niveaux de prix qui n'étaient pas complètement catastrophiques parce que le monde a besoin de manger et le monde a besoin de produits laitiers et que même les déclassements qu'on a dû faire, ils se sont faits à des niveaux de prix qui restaient relativement corrects. Donc voilà, moi je suis pas très critique là-dessus. Et puis, la période d'adaptation, on l'a prise en main très tôt. C'est-à-dire que il y a 2 ans, on a dit on arrête de reconvertir des exploitations en agriculture biologique. Et ça veut dire qu'on mettra encore 2 ou 3 ans avant de relancer des gens dans ce mode de production. On a la chance d'avoir en interne ce mode de régulation. Il faut 2 années avant de livrer un produit alimentaire biologique. Eh bien, tant qu'aujourd'hui on ne relance pas des gens en conversion, eh bien, on se rend compte depuis quelques mois que la courbe de production nationale commence à fléchir et elle va baisser dans les mois qui viennent et vous allez l'observer. Je pense que d'ici 2 ou 3 ans, on va retrouver des niveaux de production qui vont ressembler au niveau de consommation de 2018-19 par là. Et quelque part, la consommation va retrouver aussi cet élan et on va retrouver un équilibre. On va s'adapter. Je veux dire, moi, je suis très confiant. Je veux dire, il y a pas de raison. Mais j'aimerais que ça aille au-delà. Parce que je trouve qu'il y a tellement de sens dans ce que l'on fait et que ça apporte tellement de réponses à ce que demande aujourd'hui la planète quelque part. Et bien que il faut aussi pouvoir l'accompagner de manière assez forte parce que c'est pas la réponse à tout. Mais je suis sûr que l'agriculture biologique est un excellent moteur pour pouvoir tirer vers le haut l'ensemble des productions alimentaires françaises. Et comme on est dans un pays de l'excellence de la production agricole, eh bien avoir un mode de production segmenté qui est l'excellence de l'excellence, je trouve que c'est extraordinaire. Je veux dire, moi, j'aimerais bien qu'on puisse faire des Maserati et des Ferrari en France parce que grâce à ça, eh bien, ça donne aussi accès à des 208 ou à des plus petites voitures. Et puis, l'excellence, c'est aussi ça. Et dans le luxe, c'est aussi la même chose. Et toutes les filières ont besoin de moteurs et de gens qui vont un peu plus loin. Alors, souvent au prix d'une énergie importante, mais ça, c'est les convictions. Et moi, j'adore ça. Et puis, c'est un beau challenge. Et puis, je me dis que mes collègues et l'ensemble de l'agriculture évoluent et s'améliorent grâce à tout ça. Et bien, si en plus on peut aider la planète, on peut aider la qualité de l'eau, on peut améliorer la biodiversité, on peut rendre le monde meilleur, socialement avoir des gens heureux avec des structures qui permettent d'installer leurs enfants, comme je peux le faire chez moi, le monde sera meilleur et qu'on ait la vision, nous, en tant que producteurs ou en tant que commerçants, qu'on va pour construire un monde meilleur, je veux dire, ça fait partie de nos missions aussi. Alors, Benoît est un peu plus âgé que moi, mais je sais qu'on n'a pas beaucoup d'écart. Moi, j'ai 53 ans. Aujourd'hui, je regarde et j'ai un regard bienveillant sur mes enfants et mes petits-enfants. Et je ne l'avais pas, moi, quand je me suis installé. Quand je dis que je suis passé en bio il y a 25 ans, j'avais une petite trentaine d'années. Et aujourd'hui, je le regarde avec un œil différent. Et cet œil-là, aujourd'hui, me permet de dire, c'est la bienveillance. La bienveillance, c'est quelque chose d'important. Et avoir dans nos filières des modes de production qui peuvent poser un peu les choses, remettre les choses à un niveau assez naturel, dans des modes de production souvent plus simples, plus adaptés à mon avis. Je veux dire, ça a du sens et puis ça transpirera. Il n'y a pas de raison. Je constate que vous êtes tous les deux très confiants en fait concernant la filière bio. En tout cas, ce qui est très important, c'est qu'on est alignés et on a la même passion. On fait 2 métiers différents. Ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Pas le même maillot. Important. Mais on est dans la même équipe de France de la bio. Exactement. Exactement. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut imaginer alors pour la suite ? Comment pensez-vous que le bio va évoluer ? Parce que en plus, en ce qui vous concerne, ça va être, Bruno, un sujet prégnant pour vos enfants. Et moi, je vais vous donner 2-3 exemples. Moi, l'engagement pour les 5 à 10 années qui viennent, aujourd'hui, c'est de conserver une autonomie forte sur ma ferme, pour conserver de la rentabilité et être relativement autonome pour mettre de la résilience, être moins dépendant. Ouais. Et donc, du coup, être plus solide.
Et plus solide, c'est on fait des stockages d'eau aujourd'hui parce que le climat, c'est quand même important. Nous, on s'en rend compte tous les jours parce qu'on est tous les jours avec la terre sous nos pieds quelque part. Et ça, la chaleur, on l'a sur la tête. Et moi, je m'en rends compte tous les jours. C'était ma première question tout à l'heure, Comment Bruno. Vous vivez les moments un peu plus chauds j'ai dit alors, parce qu'évidemment, la production de lait, elle dépend du niveau de sécheresse. Est-ce que l'herbe est humide, pas humide, hein, et ma première question à Bruno, c'est alors, comment ça se passe en ce moment chez toi pour la production, et c'est quoi l'incidence? Clairement. Et du coup, aujourd'hui, on adapte nos modes de production, on adapte nos cultures, on change les espèces, on modifie nos cultures parce que c'est important d'avoir des cultures qui résistent à la sécheresse, qui soient plus résilientes par rapport au climat. On stocke de l'eau et là, nous, on a 2 ou 3 investissements importants prévus pour réussir à capter de l'eau sur les bâtiments agricoles pour pouvoir les filtrer, les réutiliser pour les utilisations les moins exigeantes. Ça fait partie de notre responsabilité. Puis ça va donner une démarche aussi dynamique dans la manière de produire. La bio, ça peut être moderne. Je veux dire, c'est pas non plus vivre avec une façon de produire d'il y a 200 ans. C'est pas ça. Moi, il y a des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments, ça nous permet de produire de l'électricité. Bien, aujourd'hui, on est en train de refaire un bâtiment pour réussir à consommer de l'électricité le midi. Et puis, comme ça, on optimisera la production d'électricité pour l'autoconsommer. Parce que, je pense que dans le regard des gens qui viennent à la ferme, se dire non seulement ils produisent en bio, mais en plus ils sont très engagés sur l'environnement, sur la communication, sur l'ouverture de leur ferme, etc. Ça fait partie du métier. Et je me dis aussi qu'on parle du bien-être animal qui intervient dans la charte pour la production, mais viendra peut-être un moment, avec le réchauffement climatique notamment, où on parlera aussi du bien-être humain et donc de la valeur sociale peut-être que le bio peut apporter à la filière. Vous en pensez quoi? Alors c'est une très bonne question parce que c'est peut-être les 2 éléments qui manquent encore au cahier des charges. Ce qu'on appelait équitable autrefois? Alors, il y a 2 éléments qui manquent. Il y a le premier, c'est le bien-être animal, qui n'est pas totalement absent du cahier des charges bio, mais c'est un des éléments sur lequel tous les acteurs on travaille, parce que c'est un élément sur lequel la sensibilité des consommateurs est très importante. On connaît tous les excès, malheureusement, alors qui sont montés en épingle peut-être, mais qui traduisent quand même une forme de réalité. Donc là, on a une vraie responsabilité collective de dire que si le cahier des charges doit bouger, c'est vers ce niveau d'exigence. Et le second, c'est le cahier des charges sociales. Alors, ça touche pas tellement le marché français ou la production en France, parce que les lois du travail, l'inspection du travail et autres font leur job. Mais ce qui compte, c'est de quelle façon, éventuellement, dans les autres géographies européennes, on entend souvent parler de ce qui se passe en Espagne, en Italie, versus ce qui se passe en France. Là aussi, si on prend un tout petit peu de hauteur, c'est quand même très important que ce cahier des charges, demain, il puisse prendre en compte ces 2 éléments essentiels que sont effectivement le caractère RSE, bien-être animal, mais aussi RSE au sens capital humain et respect des hommes. Je trouve ça très intéressant de vous voir échanger ensemble et de capter aussi que vous avez, entre distributeurs et éleveurs, des canaux de communication qui existaient déjà et qui étaient importants. Mais bien sûr. Ouais. Et puis aussi que vous, qui êtes en première ligne avec le consommateur, pouvez transmettre parfois les messages importants. Donc, on a besoin d'être alimentés les uns les autres, dans les 2 sens, parce que cette connexion, elle est importante, parce qu'on est avant tout là aussi pour répondre à un marché, et ce marché-là, c'est le commerce qui le connaît. Non, moi, je sais produire. C'est mon métier. Je sais ce que c'est que de couper des branches, d'avoir des haies, d'avoir des animaux, les rentrer. Hier, il y avait une génisse qui était sortie, il a fallu aller la rentrer, mince, et c'était dimanche, c'est comme ça. Mais c'est ma vie. Et puis, et là, Benoît, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place, finalement? Je l'aurais mis au bout de la route pour barrer. Il est capable de se couper les bras, c'est pas de problème. Non, et notre job à nous, c'est d'écouter nos consommateurs, c'est d'écouter, mais c'est aussi de se dire, et c'est peut-être ça aussi qui est une des grandes nuances, quand le patron de Carrefour, Alexandre Bompard, a pris la parole, on a créé vraiment le claim de l'entreprise, c'est la transition alimentaire pour tous. Elle inclut bien naturellement le bio et le mieux manger. C'est aussi d'être capable de parler de Hack for Food, qui est pour nous un des éléments sur lesquels on communique. C'est très important. Nous sommes aussi responsables de ce que nous vendons dans nos magasins. Certes, nous allons continuer à vendre des produits de tous origines, mais nous devons conserver une place, presque même la sanctuariser, cette place, pour que le bio soit là aujourd'hui et demain.
Je pense qu'on a pas mal fait le tour de la question. Mais dernière question capitale, je crois. Et elle sera pour vous, Bruno. Est-ce que vous allez nous faire des petits Suisses ? En fait, je l'ai noté dans un petit coin de ma tête quand même. Ah oui, j'ai retenu. Vous voyez ? On a pris acte. Merci pour votre temps à tous les deux. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et bonne écoute à tous et buvez du lait. Merci. Merci. Cet épisode est enregistré dans le cadre du programme Prenez en main la bio, cofinancé par l'Union européenne qui vise à mettre en lumière les produits laitiers et fruits et légumes bio. Pour découvrir d'autres témoignages d'acteurs laitiers engagés, rendez-vous sur franceterredelait.fr et dans les prochains épisodes du podcast.